Après mon échographie, pleine d'enthousiasme à l'idée d'annoncer à mon mari que nous allions avoir un garçon. Mais en m'approchant de l'ascenseur, j'ai entendu sa voix et j'ai failli m'effondrer en surprenant une conversation entre lui et ma meilleure amie enceinte. Le gel d'échographie était froid. J'ai tressailli légèrement lorsque la docteure a appuyé la sonde sur mon ventre. Son doux sourire essayant d'apaiser la tension que je ne pouvais cacher. Je fixais l'écran, les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade. 20 semaines. Aujourd'hui était le jour où j'allais enfin savoir si je portais un garçon ou une fille. Et Thomas avait promis qu'il serait là pour ce moment, mais sa chaise à côté de la table d'examen était toujours vide. On va commencer, a dit la docteure gentiment. Il pourrait encore arriver à temps. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de sourire. Je n'étais pas en colère. Du moins pas encore. Tandis que l'image granuleuse en noir et blanc s'animait sur l'écran, j'ai senti une vague de quelque chose que je ne pouvais nommer. Émerveillement, peur, admiration. La docteure a montré des choses avec une précision exercée. Voilà la tête. La colonne vertébrale semble parfaite. Et ici, voyez ce mouvement? C'est votre bébé qui s'étire. Ma gorge s'est serrée. Mon enfant, la petite personne dont je rêvais depuis des mois, était réel, vivant, se tortillant à l'intérieur de moi. J'ai agrippé le drap de papier drapé sur mes cuisses et j'ai murmuré, « Tu te débrouilles très bien, mon bébé. » La docteure a fait une pause. « Voudriez-vous connaître le sexe ?» Ma respiration s'est coupée. J'ai hoché la tête. Elle a ajusté la sonde, louché sur l'écran, et a souri. « Félicitations. C'est un garçon. » Pendant une seconde, le monde s'est juste arrêté. Mes lèvres tremblaient. J'ai cligné des yeux rapidement. Un garçon. J'ai murmuré le mot pour moi-même comme une prière. Thomas allait être ravi. Il avait toujours parlé d'apprendre à son fils à lancer un ballon de football. À réparer de vieilles voitures, à être un homme viril, mais avec des sentiments, plaisantait-il. On avait même choisi un nom, Lucas. J'ai essuyé mon ventre et baissé mon pull, le cœur battant toujours la chamade. La docteure m'a tendu une impression de l'image d'échographie et je l'ai serrée comme si elle était faite d'or. Je suis sorti dans le couloir de la clinique. Dégainant déjà mon téléphone pour appeler Thomas. Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS, c'est un garçon. Rejoins-moi dans le hall. Toujours rien. Peut-être était-il juste en train de se garer. J'ai décidé d'aller le chercher. La clinique était lumineuse et moderne. Ses couloirs étaient remplis de lumière provenant de hautes fenêtres et de l'odeur de fleurs près de la zone d'accueil. J'ai tourné le coin vers les ascenseurs, ralentissant mon pas tout en cherchant la silhouette familière de Thomas. C'est là que je l'ai entendu, sa voix, basse, venant du bout du couloir près des distributeurs automatiques. On doit faire plus attention. Elle commence à se douter de quelque chose. J'ai figé. Chaque partie de moi s'est immobilisée. Je me suis rapproché doucement. La photo de Lucas se froissant légèrement dans ma main. Tu exagères, a répondu une femme. Une voix familière. Si familière, elle m'a glacé la peau. Elle n'a aucune idée. Fais-moi confiance, Chloé, ma meilleure amie. J'ai appuyé mon dos contre le mur, retenant mon souffle. Je pouvais à peine entendre par-dessus le sang qui me battait dans les oreilles. Je suis sérieux, a sifflé Thomas. Tu es à 4 mois maintenant. Ce n'est qu'une question de temps avant que les gens ne commencent à remarquer. Alors je dirais que c'est celui de quelqu'un d'autre, a claqué Chloé. Elle ne remettra pas ça en question. Elle est trop confiante. Pendant des mois, j'ai titubé un pas en arrière, puis en avant à nouveau, mon équilibre vacillant. Ma vision s'est brouillée une seconde, et j'ai dû cligner des yeux forts pour rester debout. Je n'étais pas en train de mal entendre Thomas et Chloé depuis des mois. Un bébé. J'ai saisi mon ventre protectrice, protégeant Lucas comme si mon corps pouvait le mettre à l'abri des maux. Elle finira par le découvrir, a dit Thomas. Elle n'est pas stupide. Je lui dirai que je voyais quelqu'un d'autre, a marmonné Chloé. Elle le croira. Elle croit toujours ce que les gens lui disent. Mes genoux ont flanché. Je me suis accroupi contre le mur, la serviette froide appuyée contre ma colonne vertébrale. Mon cœur battait si vite qu'il semblait pouvoir exploser. La trahison ne vient pas d'un seul coup tranchant. Elle s'infiltre en vous tranquillement, sans relâche, jusqu'à remplir chaque espace en vous d'une douleur sourde. Il parlait toujours,
faisant des plans comme si je n'existais pas, comme si j'étais juste un obstacle dans leur petite histoire parfaite. Je m'occuperai du bébé, a dit Chloé, sa voix douce maintenant. Tu as juste aidé financièrement. Elle n'a rien à savoir. Un sanglot est monté dans ma gorge. Je l'ai ravalé. J'ai regardé l'image d'échographie dans ma main. Lucas, mon petit garçon, et Thomas allaient avoir un autre enfant avec elle. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je me suis levé, j'ai arrangé mes cheveux et j'ai tourné au coin. Salut, chérie, ai-je dit, souriant comme si rien ne s'était brisé à l'intérieur de moi. Tu ne vas pas croire ce que je viens de découvrir. Thomas s'est retourné dès qu'il a entendu ma voix. Il avait l'air surpris, trop surpris, mais il s'est vite remis, ce sourire caractéristique se glissant sur son visage comme toujours. Tu es là, a-t-il dit, s'avançant vers moi comme si rien n'allait mal. Je te cherchais justement. Tu me cherchais, ai-je demandé légèrement. Ma voix n'a pas craqué. Elle n'a pas monté ni tremblé. Elle était lisse, contrôlée, répétée, même si rien de tout cela ne figurait dans aucun script que j'avais jamais imaginé pour ma vie. Chloé se tenait à quelques mètres derrière lui, son expression illisible. Elle n'a pas dit un mot, m'a juste offert un sourire forcé et plastique et s'est vite éloignée dans le couloir. Thomas ne l'a pas regardé partir. Il a tourné toute son attention vers moi, vers la photo dans ma main tremblante. Alors, a-t-il demandé, ses yeux pétillants d'excitation. C'est ? Je lui ai tendu la photo. Il l'a regardée, puis a halté. Un garçon. Son visage s'est illuminé. Lucas. Notre Lucas. Je le savais. Il a tendu les bras et m'a serré, me soulevant légèrement du sol. J'ai forcé un rire. Mon visage appuyé contre son épaule, et pendant une seconde, j'ai inhalé l'odeur familière de son eau de Cologne. Agrumes et santal, l'odeur que j'aimais autrefois. Maintenant, elle me faisait l'estomac. Il a embrassé ma tempe. Tu vas bien, a-t-il demandé, se reculant pour étudier mon visage. Tu as l'air pâle. Juste fatigué, ai-je murmuré. Longue matinée. Bien sûr. Allez, rentrons à la maison. On va fêter ça comme il se doit. Tu veux des crêpes ou un steak? Tu peux avoir tout ce que tu veux aujourd'hui. Il avait l'air si heureux, si sincèrement ravi. Je me suis presque demandé si j'avais tout imaginé. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de la voix de Chloé, de la façon dont elle disait qu'elle croyait toujours ce que les gens lui disaient. Et je me suis souvenu du visage de Thomas quand il a dit, depuis des mois maintenant. Non, je n'avais rien imaginé. Je me suis assise à côté de lui dans la voiture, regardant par la fenêtre tandis que les rues de fin d'automne défilaient. Les feuilles soufflaient en douce spirale sur le trottoir. Le monde extérieur semblait exactement le même que ce matin. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. Thomas fredonnait une chanson country à la radio. Il tambourinait le volant avec ses pouces. Il parlait de prénoms, de vêtements de bébé, de matchs de soccer, de fêtes d'anniversaire, du genre de poussettes qu'il voulait acheter. Je ne répondais pas. Je me contentais de sourire quand je devais. Hocha la tête quand il demandait si Lucas semblait toujours le bon nom. J'ai dit un oui silencieux quand il a demandé si nous devions le dire à nos parents ce soir. Quand nous sommes arrivés dans l'allée de notre maison, un confortable 3 pièces niché dans un quartier calme juste à l'extérieur de la ville, j'ai réalisé que je ne voulais pas entrer. Cette maison avait l'habitude de ressembler à un rêve. Maintenant, elle ressemblait à une scène, et j'étais l'actrice piégée dans une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Je vais commencer le dîner, ai-je dit une fois à l'intérieur. Tu devrais te reposer. Tu as eu une longue matinée, toi aussi. Ne sois pas idiote. Laisse-moi aider. Non, ai-je dit trop vite. Puis j'ai adouci ma voix. Je veux dire, je préférerais juste faire quelque chose avec mes mains. Ça me calme. Il a embrassé ma joue et a disparu dans le salon. J'ai entendu la télévision s'allumer, le léger bourdonnement d'un match de football. Je me suis tenu dans la cuisine et j'ai épluché des pommes de terre avec une précision robotique. Mes mains bougeaient. Mon cerveau tournait. Des mois. Chloé était à 4 mois. Je suis tombé enceinte en septembre, ce qui signifiait qu'elle avait conçu en juillet ou début août. J'ai compté à rebours, mes lèvres bougeant silencieusement. Le week-end, Thomas était retourné en ville depuis la maison du lac.
Il avait dit que c'était parce qu'il avait oublié de soumettre quelque chose d'urgent pour le travail. Il était parti de nuit. Je n'y avais rien pensé à l'époque. Je l'avais même taquiné quand il était revenu. Ne tombe pas amoureux de tes feuilles de calcul. Il n'était pas tombé amoureux de feuilles de calcul. Il était tombé au lit avec Chloé. Le couteau a glissé, me coupant le doigt. J'ai fixé la goutte de sang qui se formait sur ma peau, brillante et nette, mais je n'ai pas tressailli. J'ai appuyé une serviette en papier dessus et j'ai continué. Thomas est entré quelques minutes plus tard, reniflant l'air. Ça sent bon, a-t-il dit. Tu es incroyable. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai eu cette chance. Je lui ai tourné le dos, remuant la casserole pour qu'il ne voie pas le tremblement dans mes épaules. J'allais vomir. Il s'est approché de moi par derrière, a glissé ses bras autour de ma taille, et a appuyé un baiser sur la nuque. J'ai hâte de rencontrer notre fils, a-t-il murmuré. Tu vas être une si bonne maman. J'ai fermé les yeux et j'ai avalé le cri logé au fond de ma gorge. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Thomas s'est enroulé autour de moi comme d'habitude, sa main reposant protectrice sur mon ventre comme une sorte de gardien noble, mais je ne pouvais pas respirer. Je suis resté là, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, écoutant le rythme de sa respiration, calme, régulier, trompeusement paisible. Comment pouvait-il dormir si profondément en sachant ce que je savais maintenant? Comment pouvait-il me tenir comme ça quand, quelques heures auparavant, il parlait à ma meilleure amie de cacher sa grossesse? J'ai regardé les ombres bouger sur le plafond et j'ai essayé de me souvenir de ce que ça faisait de l'aimer, de vraiment l'aimer. Mais quelque chose en moi s'était brisé si violemment, si soudainement, et je ne trouvais plus les morceaux. Au lever du soleil, je me suis glissé hors du lit. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine, j'ai fait une théière, et je me suis assise dans le silence de notre maison comme un fantôme. Chaque recoin de cette maison renfermait des souvenirs. Nos fiançailles sur le porche arrière. La chambre de bébé que nous venions juste de commencer à peindre. Le mur de post-it que Thomas me laissait chaque matin. Des petits mots d'amour scotchés sur le frigo. Je croyais que c'était de l'amour. Je croyais que nous étions réels. Mais l'amour réel ne cache pas d'enfant. Quand Thomas s'est enfin réveillé, il est entré dans la cuisine en bâillant, se frottant les yeux, et m'a souri comme si rien ne s'était passé. « Bonjour, chérie. Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Juste pas réussi à dormir. Trop de choses en tête. Il s'est penché pour embrasser mon front et je n'ai pas tressailli. Ça m'a effrayé plus que tout. Je n'ai pas tressailli parce que je ne ressentais rien du tout. Plus tard ce matin-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé un document vierge pendant près de 10 minutes avant de finalement commencer à taper. Ce n'était pas une lettre. Ce n'était pas une liste. Ce n'était même pas un plan. C'était juste un flot de conscience se déversant comme de l'eau d'une canalisation fissurée. Tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute, je l'ai donné à la page. Il m'a trahi. Elle m'a trahi. Et maintenant, je suis censé faire semblant de ne pas savoir. Je suis censé élever cet enfant dans la même maison où ce secret vit comme un volcan dormant que personne ne veut nommer. J'ai écrit pendant des heures. Je me suis arrêté seulement quand Lucas a donné un coup de pied à l'intérieur de moi. Un coup soudain contre mes côtes qui m'a sorti de ma spirale. « Salut », ai-je murmuré, posant les deux mains sur mon ventre. « Je suis désolé, tu n'as rien demandé de tout ça. » Il a donné un autre coup de pied, fort, régulier. J'ai souri à travers les larmes que je n'avais même pas remarqué tomber. Cet après-midi, pendant que Thomas faisait les courses, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Chloé Martin. J'ai failli ne pas répondre. Mes doigts ont hésité au-dessus du bouton rouge, mais la curiosité l'a emporté. « Salut », ai-je dit, ma voix creuse. « Amélie », a-t-elle gazouillé. « Oh mon Dieu, comment s'est passée l'échographie ?» J'ai avalé. C'est un garçon. Il y a eu une pause, puis un petit cri aigu. Je le savais. Thomas doit être aux anges. Il l'est. Une autre pause. Écoute, je me demandais si tu voulais qu'on se voie. J'ai des nouvelles aussi. Des nouvelles? Eh bien, je préfère te le dire en personne. Je savais déjà quelles étaient ces nouvelles, mais je voulais la voir. J'en avais besoin. J'avais besoin de la regarder dans les yeux et de voir si une partie d'elle se sentait coupable, si une partie d'elle se souvenait que nous étions censés être des sœurs. Bien sûr, ai-je dit.
Le coin tranquille à 16h. Parfait. À tout à l'heure. Au moment où j'ai raccroché, mes mains ont commencé à trembler. Ce café était notre endroit. La table d'angle confortable avec le pot de sucre ébréché. Le lierre dans la fenêtre dont nous disions toujours en plaisantant qu'il avait l'air faux mais ne l'était pas. C'est là que nous rêvions de vacances que nous ne pouvions pas nous permettre et parlions des hommes que nous aimions ou pensions aimer. C'était le seul endroit qui semblait encore intact, jusqu'à maintenant. Quand je suis entré plus tard cet après-midi-là, Chloé était déjà là, sirotant un latte, ses joues rouges, sa main libre posée doucement sur son ventre. Elle s'est levée en me voyant. « Amélie » a-t-elle rayonné, me serrant dans ses bras. « Tu as l'air radieuse. » Je l'ai à peine étreinte en retour. Elle semblait chaleureuse, familière et complètement étrangère. Nous nous sommes assises. Elle s'est penchée en avant, ses yeux brillants. « Ok, alors il y a ce gars. » Je l'ai regardé et j'ai souri. « Raconte-moi tout. » Et je le pensais, car j'avais besoin d'entendre chaque petit mensonge sortir de ses lèvres. Elle était rayonnante. C'était la première chose que j'ai remarquée. Chloé avait toujours cette façon d'être naturellement belle, comme quelqu'un qui n'avait jamais besoin d'essayer. Mais ça, c'était différent. Il y avait une lumière sur son visage qui ne venait pas du fond de teint ou d'une bonne nuit de sommeil. C'était de la fierté, de l'excitation, une sorte de bonheur que je n'avais jamais vu en elle auparavant, et je détestais l'avoir remarqué. « Alors » a-t-elle dit, croisant les mains sur la table entre nous. Ses ongles étaient fraîchement vernis, rose tendre. Je sais que j'ai été vague, mais je voulais te le dire en personne. Il y a quelqu'un. J'ai siroté mon thé au citron lentement. Quelqu'un de sérieux. Chloé a rougi comme une adolescente. Plus que sérieux. Il est incroyable, Amélie. Gentil, généreux, il dit que je lui redonne vie. Je la fixais de l'autre côté de la table, la regardant parler avec une sorte de sincérité répétée, comme si elle croyait chaque mot qu'elle disait. Ou peut-être qu'elle y croyait vraiment. Et tu gardes ça secret parce que j'ai demandé. Elle a incliné la tête. Eh bien, c'est compliqué. Il est marié. J'ai failli m'étouffer. Pas de surprise. Je le savais déjà, mais de la façon dont elle le disait si désinvolture, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. Mais il la quitte, a-t-elle ajouté rapidement. C'est fini depuis longtemps entre eux. Il n'a juste pas encore trouvé comment lui dire. Elle est très fragile. Fragile ? J'ai saisi le bord de la table sous la nappe et j'ai appuyé fort. Je l'ai rencontrée, ai-je demandé. Ma voix était si ferme que je me suis presque surprise moi-même. Chloé a hésité. Peut-être. Mais je promets de ne rien dire avant que les choses ne soient plus officielles. Officielles, ai-je répété. Elle a souri, rêveuse. Il veut m'épouser, Amélie. Nous allons former une famille. L'estomac m'a retourné. Lucas s'est agité à l'intérieur de moi comme s'il réagissait à l'absurdité de tout cela. Et il sait pour le bébé ? Bien sûr. Il a été tellement encourageant, il achète des vitamines, il s'assure que je me repose. Il parle au ventre quand il pense que personne ne regarde. Elle a ricané. Je la fixais. Je ne voyais aucune trace de culpabilité, pas même une ombre. Et sa femme, ai-je demandé doucement. Il dit qu'elle est distante, froide, qu'ils coexistent juste maintenant. Il ne reste que pour le bébé. Elle est enceinte aussi, apparemment. Mais il dit que ça ne signifie plus rien. L'audace de cela m'a frappé comme une gifle. Il lui avait dit que j'étais froide, distante, que cet enfant qui grandissait en moi, Lucas, était sans importance, juste une obligation. J'ai détourné le regard, clignant des yeux forts. En tout cas, a-t-elle poursuivi, sa voix légère et essoufflée. Tout se met enfin en place. Nous pensons à déménager hors de la ville, une maison avec un jardin, un nouveau départ. J'ai hoché la tête lentement. Ça a l'air charmant. Elle a rayonné. Ce le sera. Il mérite la paix, tu sais. Et moi, je mérite d'être choisi. J'ai voulu hurler. Tu as été choisi au moment où tu as dit oui à détruire la famille d'une autre femme. Tu as été choisi quand tu l'as laissé te toucher, sachant exactement chez qui il rentrait le soir. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Au lieu de cela, j'ai souri. Penses-tu qu'il va vraiment la quitter ? L'expression de Chloé affaiblit juste une seconde.
Il a dit qu'il le ferait. Il a promis. Il attend juste le bon moment. Un éclair de doute. Il était là, à peine visible, mais je l'ai saisi. Et s'il ne le fait pas, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Il le fera. Je le connais. J'ai posé ma tasse. J'espère pour toi que tu as raison. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a pris ma main. Je suis si contente d'avoir pu te le dire. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour ça. Cette phrase m'a presque brisé. Je suis la seule personne en qui elle a confiance. Eh bien, elle porte l'enfant de l'homme que j'ai épousé, l'homme que j'ai aimé, l'homme qui nous a menti à toutes les deux, et l'a en quelque sorte convaincu qu'elle était la victime dans ce gâchis. Nous avons payé l'addition. Elle m'a serré fort dans ses bras à la porte, sa voix douce à mon oreille. Ne dis rien à personne, d'accord? J'ai forcé un sourire. Ton secret est en sécurité avec moi, car j'en avais besoin, pour l'instant. Quand je suis rentré à la maison, la première chose que j'ai faite a été de verrouiller la porte de la salle de bain. Je ne voulais pas que Thomas voie mon visage. Je ne voulais pas qu'il me touche, me pose des questions, ou affiche ce sourire charmant et poli qui me désarmait si facilement. J'avais besoin de silence, d'espace et de temps pour respirer sans m'étouffer avec tous les mensonges que je venais d'avaler autour d'un café et d'un thé au citron. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes, serrant mon ventre des deux mains, me balançant doucement comme si cela pouvait calmer la tempête qui montait en moi. Lucas a donné un coup de pied une fois, puis encore, de petits coups sourds sous mes côtes comme s'il pouvait sentir que tout se délitait en moi. Je lui ai murmuré, ça va aller. Maman est juste fatiguée. Juste un peu fatiguée, c'est tout. Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais furieuse. Et j'avais peur. Le pire était de voir à quel point elle avait été bonne pour me mentir. Chloé n'avait pas bégayé, n'avait pas hésité, sauf une fois, quand j'ai demandé s'il allait vraiment quitter sa femme. Pendant un instant, j'ai vu la fille que je connaissais autrefois, celle qui pleurait devant les comédies romantiques et jurait qu'elle ne se contenterait jamais de quelqu'un qui ne l'aimait pas à haute voix. Mais cela a disparu aussi vite qu'il est venu, enterré sous cette aura d'autosatisfaction qu'elle portait maintenant. Elle croyait vraiment que Thomas était à elle. Et peut-être qu'il l'était. Après le dîner, Thomas s'est installé près de moi sur le canapé comme si de rien n'était. Il a posé une main sur mon ventre et a dit, « J'ai hâte de rencontrer ce petit gars. » J'ai hoché la tête, le laissant parler, mais j'entendais à peine ses mots. Mon esprit était ailleurs, dans une salle d'accouchement, dans un tribunal, dans un avenir qui ne ressemblait en rien à la vie que j'avais construite dans ma tête. Plus tard cette nuit-là, tandis qu'il ronflait doucement à côté de moi, je me suis assise à la table de la cuisine, les lumières éteintes. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas craquer. Je voulais comprendre depuis combien de temps cela durait. Quand cela avait-il commencé? Comment pouvait-il me toucher et la toucher elle, et nous regarder toutes les deux dans les yeux comme si de rien n'était? Et surtout, pourquoi ne l'avais-je pas vu venir? Je m'étais toujours enorgueilli d'être observatrice, terre à terre. J'enseignais aux lycéens comment lire entre les lignes d'une histoire, comment déceler la vérité dans la fiction. Et pourtant, j'avais manqué la plus grande trahison de ma vie se déroulant juste devant moi. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé. Aujourd'hui était si spécial. Merci d'avoir écouté. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. J'ai fixé le message pendant longtemps, puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table. Vers 2 heures du matin, je me suis finalement effondré dans mon lit. Je n'ai pas dormi. Je flottais dans cet espace étrange entre le rêve et l'éveil, où les pensées se répètent en boucle et les émotions se fondent dans l'engourdissement. Au matin, j'ai su que je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cette maison sans devenir folle. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de vérité. J'avais besoin de ma mère. Thomas dormait toujours quand je me suis habillé tranquillement, j'ai fait un petit sac, et je me suis glissé par la porte d'entrée. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je suis juste monté dans la voiture et j'ai roulé. Les routes étaient calmes. Les arbres bordant l'autoroute se teintaient d'or et d'orange. L'automne s'estompait vite, et l'hiver serait bientôt là. J'ai roulé à travers les banlieues, passant devant le parc où Thomas et moi promenions notre chienne avant qu'elle ne meure, passant devant la librairie où Chloé et moi avions passé un samedi entier à nous disputer pour savoir si les romans d'amour méritaient un respect littéraire. Je suis arrivé chez mes parents juste après 9 heures du matin. Ma maison d'enfance ressemblait exactement à la même,
pittoresque, chaleureuse et stable. Il y avait des chrysanthèmes sur le porche et une petite pancarte en bois près de la porte qui disait « La maison est là où ton histoire commence ». J'ai frappé une fois, puis j'ai ouvert la porte avec la clé de secours toujours cachée sous la statue de grenouille. Ma mère était dans la cuisine, sortant un plateau de muffins du four. Elle s'est retournée, a vu mon visage, et a figé. « Amélie » a-t-elle dit doucement. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est tout ce qu'il a fallu. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Juste des larmes. Des larmes sans fin, silencieuses, amères. Elle s'est précipitée vers moi, m'enlaçant. « Je suis là » a-t-elle murmuré. « Quoi que ce soit, nous allons y faire face ensemble. » Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis laissé m'effondrer. Ma mère n'a pas posé de questions tout de suite. Elle m'a juste assise à la table de la cuisine, m'a versé une tasse de thé comme elle le faisait toujours quand la vie devenait difficile, et l'a posée devant moi des deux mains. « Tu n'as pas besoin de parler tout de suite » a-t-elle dit gentiment. « Juste respire. » J'ai fait. J'ai essayé, mais les mots continuaient de se former dans ma poitrine comme une soupape de pression sur le point d'exploser. « Il me trompe » ai-je murmuré. Elle n'a pas scié, n'a pas haleté, ni laissé tomber sa tasse. Elle s'est juste assise tranquillement, ses yeux ne me quittant jamais. Avec Chloé, ai-je ajouté, et ce nom a libéré quelque chose en moi. La respiration de maman s'est coupée. Chloé, c'est Chloé. J'ai hoché la tête, trop honteuse pour pleurer à nouveau. Son visage s'est crispé, non de choc, mais de fureur. Depuis combien de temps? Depuis des mois, ai-je dit. Elle est enceinte. C'est de lui. Elle a couvert sa bouche, ses doigts tremblants. Oh, ma chérie. J'ai ri. C'était amer et sec et rien qui ressemble à de la joie. Et le meilleur, c'est qu'il prévoyait de me le cacher. Il a promis de la soutenir financièrement, mais de garder sa secret. Je les ai surpris après mon échographie. J'étais sur le point de lui dire qu'il allait avoir un fils, et il était au coin de la rue en train de dire à ma meilleure amie comment me mentir. Le silence a avalé la pièce. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de la vieille horloge murale au-dessus de la fenêtre. Puis maman a dit, « Tu lui as dit que tu sais ?» J'ai secoué la tête. Pas encore. Je ne me faisais pas confiance. J'avais peur de ce que je dirais ou ferais. Alors, je suis venu ici. J'avais besoin de me sentir à nouveau saine d'esprit. Elle a tendu la main et a serré la mienne fort. « Tu es saine d'esprit » a-t-elle dit fermement. « Tu es ancrée, courageuse et bonne. Cet homme, il ne te mérite pas. » Je n'ai pas répondu. Du salon, j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Les pas de mon père étaient reconnaissables. Lents, réguliers, délibérés. Il est entré dans la cuisine quelques instants plus tard, le journal sous le bras, ses lunettes de lecture toujours posées sur le nez. Il m'a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère s'est levée, s'est approchée de lui, et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux ont balayé vers moi, puis sont revenus vers le mur derrière moi comme s'il luttait contre l'envie de frapper quelque chose. Il a fait quoi? A-t-il dit, la voix basse. Papa, s'il te plaît, ne. Ne quoi? Être en colère? Parce que je le suis. Je me suis levée, tremblante sur mes pieds. Je ne suis pas venu ici pour empirer les choses. Je ne savais juste pas où aller d'autre. Tu es venu au bon endroit, a-t-il dit. Tu n'es pas seul là-dedans. Tu ne l'as jamais été. J'ai sombré à nouveau dans la chaise, épuisé d'une manière que le sommeil ne réparerait pas, je ne sais même pas quoi faire, ai-je murmuré. Dois-je le quitter? Dois-je le confronter? Dois-je attendre que le bébé naisse? Et si? Et si Lucas grandit sans père? Ma mère m'a regardé avec des yeux qui avaient tant vu. Cet homme a fait ses choix, Amélie. Ton travail est de te protéger, toi et ton fils. Rien d'autre ne compte en ce moment. Papa a ajouté, si tu restes, tu lui dis que ce qu'il a fait est supportable, que ton amour est assez élastique pour s'étirer autour de la trahison. Est-ce le genre de mariage dont tu veux que ton fils apprenne? J'ai baissé les yeux surmontés. Non, ce n'était pas le cas. Mais je n'étais pas encore prête à le dire à voix haute. Maman a dû sentir mon hésitation car elle s'est levée et a dit doucement, tu n'as pas à prendre de décision ce soir.
Repose-toi. Mange quelque chose. Laisse-toi respirer. Elle m'a cuisiné de la soupe, pommes de terre et poireaux, ma préférée depuis que j'avais 10 ans. Et nous nous sommes assises à table comme autrefois après l'école, quand je lui racontais le club de théâtre ou les filles qui bavardaient trop fort en classe. Sauf que maintenant, le drame était le mien. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit d'enfance. La même couette, les mêmes posters au mur, la même planche grinçante près du placard. Mais je n'étais pas la même fille qui avait autrefois rêvé d'un amour de conte de fées. J'étais une femme maintenant, une mère. Et le matin, j'arrêterai de faire semblant de ne pas être brisée. Parce que parfois, être brisé est exactement ce qui vous aide à voir les fissures chez tout le monde. Je suis rentré chez moi le lendemain avec un nœud à l'estomac et une tempête sous la peau. Mes mains serraient le volant plus fort à chaque kilomètre qui me rapprochait de lui, de l'homme qui m'avait souri tout en me trahissant de la manière la plus intime. J'avais répété 100 versions différentes de ce que je dirais, mais aucune ne semblait juste. La seule chose que je savais, c'était ceci. Je ne mentirais plus. Je ne sourirais plus à travers la douleur. Je ne protégerais pas son confort au détriment de ma vérité. Quand je suis entré par la porte d'entrée, Thomas a levé les yeux du canapé comme s'il n'avait même pas remarqué que j'étais parti depuis des heures. Il était en jogging, son ordinateur portable ouvert, un sandwich à moitié mangé sur une assiette à côté de lui. « Salut, chérie », a-t-il dit en se levant. « Où étais-tu ? » J'ai essayé d'appeler. J'étais chez mes parents. Il a cligné des yeux. « Tout va bien ? » Non, ai-je dit calmement. Nous devons parler. Il a figé une seconde, puis a fermé lentement son ordinateur portable. Ok. Quelque chose ne va pas avec le bébé ? Non, Lucas va bien, ai-je dit. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir et l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui poses problème. La couleur a quitté son visage. Je n'ai pas scié. Je sais pour Chloé, ai-je dit. J'ai tout entendu à la clinique. Tu ne chuchotais pas exactement. Sa mâchoire s'est contractée. Amélie, a-t-il commencé. Tu ne vas pas pouvoir tout expliquer, ai-je claqué. Je t'ai entendu. Chaque mot. La partie où tu as dit que je commençais à me douter. La partie où elle a dit qu'elle me mentirait. La partie où vous avez convenu de la soutenir discrètement. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement dit, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri. C'était froid et laid. Vraiment ? Alors s'il te plaît, dis-moi ce que j'ai exactement mal compris. Elle ? Ça vient d'arriver, a-t-il marmonné. C'était une fois. Une erreur. Elle a dit qu'elle prenait la pilule depuis des mois, ai-je coupé court. Elle est enceinte de 4 mois. Thomas, ce n'est pas une seule fois. Je n'avais pas prévu ça. Non, tu avais juste prévu de garder ça secret. Il s'est frotté les mains dans les cheveux, faisant les 100 pas dans le salon comme un homme piégé par sa propre culpabilité. Écoute, j'allais finir par te le dire. Quand ? Après la naissance de Lucas ? Après que le bébé de Chloé soit à l'école maternelle ? Tu espérais juste que je ne le découvrirais jamais ? Il m'a regardé, rencontrant enfin mes yeux. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est ce qui m'a brisé. Tu ne voulais pas me faire de mal, ai-je répété. Tu avais le choix à chaque étape, Thomas. Et à chaque fois, tu t'es choisi, toi. Tu as choisi le mensonge. Il a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Je pars, ai-je dit. J'ai déjà fait mes bagages. Je prends Lucas et je retourne chez mes parents. Son visage s'est effondré. Amélie, s'il te plaît. Parlons-en. Nous sommes en train de parler. Tu n'aimes juste pas ce que je dis. Je vais arranger ça, a-t-il promis. Je vais rompre avec Chloé. J'irai en thérapie. Je ferai n'importe quoi. Tu as eu 4 mois pour faire n'importe quoi. Tu n'as rien fait. Il est resté là, impuissant, silencieux. J'ai attrapé mon sac de voyage, mes vitamines prénatales, mon chargeur de téléphone. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas cessé de bouger. Et le bébé ? A-t-il demandé doucement. Tu vas me priver de mon fils ? Tu veux être un père ? Alors agis comme tel, ai-je dit. Passe par les tribunaux. Demande un droit de visite. Paye une pension alimentaire.
Tu n'as pas le droit de jouer à la famille parfaite juste parce que ta liaison t'a explosé à la figure. Il a tendu la main vers moi à nouveau. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis tourné vers la porte. Tu l'as déjà fait, Thomas, ai-je dit sans me retourner. Maintenant, vis avec ça. Et puis je suis sorti. La première nuit de retour chez mes parents, j'ai dormi plus profondément que je n'avais dormi depuis des mois. Non pas parce que je n'avais pas mal. Dieu sait que j'avais mal, mais parce que le masque était enfin tombé. Plus de faux semblants. Plus de performance. Juste moi et la vérité. Je me suis réveillé au son de ma mère fredonnant dans la cuisine. L'odeur des roulés à la cannelle flottant dans la maison comme un souvenir d'enfance. Je suis resté allongé un instant, la main posée sur mon ventre, sentant Lucas se tourner doucement sous ma peau. Nous allons bien, lui ai-je murmuré. Nous allons nous en sortir. Les semaines qui ont suivi ont été calmes, mais pas vides. Je me suis concentré sur la préparation de l'arrivée de Lucas. Mon père a peint la chambre d'amis d'un vert tendre, la couleur que j'aimais depuis que j'étais petite fille. Ma mère a trié de vieux vêtements de bébé qu'elle avait gardés de ma naissance. Elle a pleuré sur une petite paire de chaussettes. J'ai pleuré sur tout le reste. Thomas a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis il a envoyé des emails, des SMS, même des fleurs chez mes parents. Des chrysanthèmes blancs, les mêmes qu'il avait apportés à l'hôpital quand ma grand-mère est morte. Je n'ai pas répondu parce que maintenant je comprenais la différence entre regret et responsabilité. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était désolé d'avoir été pris. Un matin frais d'avril, c'est arrivé. Les contractions ont commencé lentement, juste une douleur sourde dans le bas de mon dos. Je n'en étais pas sûr au début, mais ensuite elles sont devenues rythmiques, persistantes, indéniables. J'ai réveillé ma mère, et en quelques minutes, la maison bougeait comme une machine bien huilée. Sac pour l'hôpital, téléphone, chargeur, en-cas, carte d'assurance. Mon père a fait chauffer la voiture, et nous sommes partis. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou. Je me souviens d'avoir agrippé la coudoir à chaque bosse sur la route, le soleil se levant rose et or sur les montagnes. Ma mère me tenant la main pendant que je respirais à travers la douleur. Elle murmurait, « Tu te débrouilles si bien, ma chérie. » Et je me suis accroché à sa voix comme à une bouée de sauvetage. Le travail a été intense mais gérable. Je me suis concentré sur chaque respiration, chaque poussée, chaque moment me rapprochant de la rencontre avec le garçon qui avait été avec moi à travers chaque chagrin. Et puis à 15h14, je l'ai entendu pleurer pour la première fois. Lucas, mon fils. Mes poumons se sont effondrés sous le poids de l'amour, du soulagement et de l'incrédulité, tout à la fois. Ils l'ont posé sur ma poitrine et j'ai regardé son petit visage ridé. Ses petits poings serrés contre ma peau. Salut, ai-je murmuré, caressant les petits cheveux humides sur sa tête. Je suis ta maman et tu es tout pour moi. Il a cligné des yeux lentement, somnole, puis s'est installé contre les battements de mon cœur comme s'il l'attendait depuis toujours. Les infirmières ont dit qu'il était parfait, en bonne santé, fort, 3,2 kg, 10 doigts, 10 orteils. Je les ai comptés 2 fois juste pour être sûr. Mes parents sont venus plus tard avec des ballons, des fleurs et la couverture de bébé la plus douce que j'ai jamais vue. Mon père a eu les larmes aux yeux en tenant Lucas, et ma mère n'arrêtait pas de sourire. Thomas n'était pas là. Il ne savait pas que j'étais en travail. Et même s'il l'avait su, je ne l'aurais pas laissé entrer dans cette pièce. Le lendemain, j'ai signé l'acte de naissance. Lucas Thomas Lefebvre. J'ai fait une pause au nom du milieu, mes doigts hésitant au-dessus de la ligne, puis je l'ai écrit quand même. Il méritait de savoir qui était son père, même si je ne laisserai jamais cet homme le définir. De retour chez mes parents, nous avons trouvé un rythme. Tété, changement de couche, sieste, et ça recommence. Lucas pleurait rarement. Il adorait être porté. Son endroit préféré était blotti contre ma poitrine aux premières heures du matin, quand toute la maison dormait encore et qu'on avait l'impression de n'être que nous deux au monde. Thomas a de nouveau envoyé un email. Cette fois, il voulait me rencontrer. Il disait que son fils lui manquait, qu'il voulait assumer son rôle. J'ai transféré le message à mon avocate. Qu'il se présente au tribunal. Qu'il le prouve. Parce que la paternité ne se compose pas d'ADN partagé ou d'excuses uniques. Elle se compose de présence, de vérité et de travail. Et je faisais déjà tout cela, seul. Lucas avait presque 6 mois quand je l'ai revu.
Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais même pas beaucoup pensé à Chloé dans les derniers mois de ma grossesse, trop concentré sur les tétés, les horaires de sommeil et 1000 petites décisions qui accompagnent la maternité. Mais puis un après-midi, en promenant Lucas dans le parc avec sa poussette, je l'ai vue. Elle était assise seule sur un banc près de l'étang aux canards, tenant un petit bébé dans ses bras. Nos regards se sont croisés. J'ai figé. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire demi-tour, de simplement marcher dans l'autre direction et de faire comme si je ne l'avais jamais vue. Mais quelque chose dans son visage m'a arrêté. Pas la peur, pas la culpabilité, quelque chose de plus proche du chagrin. J'ai poussé lentement la poussette vers elle. Lucas s'est agité, puis s'est rendormi. Quand je suis arrivé près du banc, je suis resté en silence un instant. Chloé a levé les yeux vers moi. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et ses yeux semblaient plus lourds que je ne m'en souvenais. « Salut », a-t-elle dit, sa voix petite. J'ai hoché la tête. « Salut ». Il y a eu un long silence entre nous. Les bébés étaient le seul son. Doux gazouillis, respiration légère, bruissement des couvertures. « Il est magnifique », a-t-elle dit, regardant Lucas. « Il te ressemble tellement. » Je me suis assise à l'autre bout du banc. « C'est elle ?» Chloé a hoché la tête. Emma, depuis des mois, la semaine dernière. J'ai regardé la petite fille dans ses bras. Elle avait le menton de Thomas, ses yeux. Je me suis demandé s'il l'avait déjà rencontrée. Elle est douce, ai-je dit doucement. Merci, a murmuré Chloé. Elle pleure beaucoup. Je n'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis des mois. J'ai souri, fatigué, comprenant. Oui, pareil. Plus de silence. Cette fois, ce n'était pas gênant. C'était juste réel. Finalement, elle a dit, je voulais appeler pour m'excuser. 100 fois, mais je ne savais pas si tu voudrais un jour entendre parler de moi à nouveau. Je n'ai pas répondu parce que la vérité était que je n'avais pas décidé. J'ai été stupide, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais, je ne sais pas ce que je croyais. Il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Et je l'ai cru. Ça fait 2 d'entre nous, ai-je dit. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Il nous a quittés, a-t-elle murmuré. 1 mois après sa naissance. Il a dit qu'il devait se concentrer sur la reconstruction de sa vie. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas vraiment. Ce que j'ai ressenti, c'était de la fatigue, de la lourdeur, comme si ces mots m'avaient ramené au jour où je l'avais quitté et à tout ce que j'avais porté depuis. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pas seulement pour ça, pour tout, pour t'avoir trahi, pour avoir cru que j'étais différente. Je l'ai étudié pendant un long moment. Ses épaules étaient voûtées. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle berçait le bébé. Elle n'avait pas l'air d'une rivale. Elle ne ressemblait pas à la fille qui portait autrefois des bracelets assortis avec moi à l'université, qui m'avait aidé à choisir mes chaussures de mariage. Elle ressemblait à une mère, et elle me ressemblait. Elle le faisait seule. Je ne te déteste pas, ai-je dit finalement. Je croyais le faire, mais non. Elle a tourné son visage vers moi, surprise. Je ne te pardonne pas non plus, ai-je ajouté. Du moins pas encore. Peut-être jamais, mais je ne porte plus ça. Elle a hoché la tête lentement. C'est juste. Nous sommes restés assises là encore 5 minutes, écoutant juste nos bébés respirer, regardant les canards traverser la surface immobile de l'étang. Puis je me suis levé. Prends soin d'elle, ai-je dit. Toi aussi, a-t-elle murmuré. Et je me suis éloigné, non en colère, non avec amertume. Juste, fini. L'automne est revenu tranquillement, comme un vieil ami. Les feuilles sont redevenues dorées, exactement comme l'année où tout s'était effondré. Mais cette fois, je ne m'effondrais pas. Je me tenais toujours debout, plus forte, plus calme, plus stable. Lucas venait de fêter son premier anniversaire. Il marchait maintenant avec les pas maladroits et déterminés d'un enfant qui ne connaissait pas encore la peur. Son rire remplissait les pièces de la maison de mes parents comme une lumière. Chaque matin, il pointait la fenêtre et criait « Oiseau ». Et chaque soir, il s'endormait avec la tête blottie sous mon menton comme s'il appartenait là. Parce qu'il y appartenait, je ne suis jamais retourné avec Thomas. Le processus légal avait pris des mois. Mais ça s'est terminé comme je l'attendais.
Thomas a été condamné à payer une pension alimentaire, a obtenu un droit de visite supervisé 2 fois par mois, qu'il a utilisé 2 fois, puis a cessé de se présenter. Pas d'appel, pas de SMS, plus de chrysanthèmes blancs. Il a disparu de nos vies comme le font toujours les menteurs. Tranquillement, comme de la fumée d'un feu déjà éteint, et je l'ai laissé faire. Chloé a envoyé une photo une fois, Emma dans une robe bleue, serrant un lapin en peluche. Il n'y avait pas de légende, juste une image. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardée. Pas pour elle, pas même pour moi. Pour Lucas, peut-être. Un jour, il pourrait demander. J'ai repris l'enseignement à temps partiel ce printemps-là. Ma mère gardait Lucas pendant que je me tenais devant des adolescents aux yeux brillants et leur apprenais à lire entre les lignes, à déceler la vérité dans la fiction. L'ironie ne m'a pas échappé, mais plus que cela m'a aidé à respirer à nouveau. Je n'étais pas seulement une mère, une fille ou une femme qui avait été trahie. J'étais Amélie, une enseignante, une survivante, une personne entière. Nous avons déménagé de la maison de mes parents peu après le 2e anniversaire de Lucas, une petite location en lisière de ville, un cottage blanc aux volets bleus et une clôture de travers, mais c'était à nous. Lors de notre première nuit là-bas, je me suis assise en tailleur sur le sol du salon, mangeant une pizza avec Lucas, la boîte ouverte entre nous, de la sauce tomate étalée sur nos 2 visages. Il a levé les yeux vers moi. Du fromage collé à son menton, il a dit « Mama, contente ». J'ai ri. Cela m'a prise par surprise. « Oui, mon bébé », ai-je murmuré. « Mama est contente ». Parfois, les gens me demandent si j'ai pardonné à Thomas. Je ne sais jamais quoi dire. Le pardon est une chose compliquée. Les gens aiment penser que c'est une ligne d'arrivée que l'on atteint finalement. Comme une fois qu'on l'a franchie, on est libre. Mais je pense que le pardon ressemble plus à une pièce dans laquelle on choisit de ne pas entrer. Une porte que l'on garde fermée, non pas parce qu'on est amer, mais parce que l'air là-dedans ne nous a jamais fait sentir comme nous-mêmes. Je n'ai plus besoin qu'il soit désolé. Je n'ai plus besoin de lui du tout. Parce que Lucas se réveille chaque jour et crie mon nom comme si c'était le seul qui comptait. Parce que je peux me regarder dans le miroir et ne pas voir quelqu'un de brisé, mais quelqu'un de reconstruit. Parce que la vie que j'ai maintenant, elle n'est pas clinquante. Elle n'est pas parfaite, mais elle est honnête. Et ça, c'est suffisant. Un jour, je raconterai tout à Lucas. Pas pour le faire détester son père, mais pour lui apprendre à quoi ressemble l'amour véritable, à quoi ressemble la force véritable. Comment ne jamais confondre la discrétion avec la faiblesse ou la gentillesse avec la permission. Mais pour l'instant, je le laisse dormir. Je le laisse rire. Je le laisse grandir dans un monde où la vérité n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose en quoi avoir confiance. Et chaque nuit, quand je le borde et lui embrasse le front, je murmure la même chose. Nous y sommes arrivés parce que nous l'avons fait, et toujours.